ses artistes membres et aux pratiques féministes en art actuel d'ici et d'ailleurs. Entretiens, actualité des expos, débats et expérimentations radiophoniques plus ou moins sous contrôle vous attendent. La Centrale. Le premier jeudi de chaque mois, de 8h30 à 9h, à écouter sur CKUT 90.3 FM. Bonjour, je m'appelle Marie-André. Je suis artiste membre de la Centrale, activiste et travailleuse dans la construction. J'aimerais rappeler à toutes et tous que nous sommes sur des terres non cédées. Bonne émission. Bonjour! Bonjour! Bon matin tout le monde! Je m'appelle Camissa et c'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour le magazine de la Centrale Galerie Powerhouse sur les ondes de CKUT. Aujourd'hui, la thématique de l'émission est la famille. On vous présente l'expo en cours, des recherches sur le pouvoir de la mère de Sonia, artiste et membre, de la Coalition des familles LGBT, la capsule Calme-toi le pompon et l'extrait d'une entrevue avec Kimoa, également artiste et membre de la Centrale. Alors, je laisse la parole à Véronique. Donc, bonjour, bienvenue à tout le monde. Je suis maintenant en compagnie de l'artiste J.J. Levine qui nous présente l'exposition Family du 11 novembre au 8 décembre prochain. Donc, bonjour J.J. Bonjour. Pourrais-tu nous expliquer un peu en quoi consiste l'exposition? Oui, je vais expliquer en anglais si ça marche. This exhibit is recent work from the past year and a half, 2 years of my art practice. And I'm, I guess, really interested in making images that contribute to like a visual culture of like queer family or like visually representing alternative family models. And for me, this show is like the culmination of recent work, but also recent events in my life. So I, as you can see behind me, there's images of my partner and our child and myself feeding our child. So I'm also talking about different ways of making babies. So you know, queer people having children in non-traditional contexts and feeding children in non-traditional ways. J'ai aussi lu dans tes commentaires à propos de l'exposition que c'était important pour toi de représenter justement ces autres types de familles-là parce que les représentations ne se trouvent pas ailleurs nécessairement. Mm-hmm. For sure. Yeah, I think there is like you know, not a lot of images of queer families that I can relate to or that speak to my life or my experience. So hopefully I'm making images that other people will be able to relate to. But I guess also what's like important for me is that the word family, I think, denotes something very specific to, you know, everybody has their own definition of family, and there is like a, you know, overarching mainstream idea that family is this like nuclear family with, you know, two parents, like two heterosexual parents and like one or two children or any number of children. But for me, the word family really like does include more than just parents and children. So in this exhibit, there's images of my close friends who have been a very important part of my family and who are my family and who have been extremely involved in helping out with the baby in my life and also, you know, like there's two of the images are of two of my siblings, so there's like different ways of understanding family for me in this show, and friendship is like an extremely important part of that. Merci beaucoup, JJ. C'est un plaisir de t'avoir rencontré. Puis on vous invite à venir voir l'exposition jusqu'au 8 novembre. 8 décembre, pardon. Merci. Merci. To the sea of love. I wanna tell you how much I love you. On poursuit avec Sonia et ses recherches sur le pouvoir de la mère. Oui, en fait, c'est un projet qui est venu à partir d'une phrase que j'ai lue de Jenny Holzer, qui fait partie des truismes. Et cette phrase dit « Abuse of power come as no surprise ». Donc, l'abus de pouvoir est sans surprise. Et en fait,
moi, je suis une mère d'un enfant de 6 ans, une petite fille, et j'ai toujours, j'ai jamais fait confiance à la société pour l'éduquer. En fait, je me suis toujours posée un peu comme l'autorité qui pouvait faire que mon enfant comprenne le système dans lequel elle vit et puisse, d'une certaine manière, ne pas en être une victime. Et je me suis aussi questionnée sur mon pouvoir, jusqu'où mon pouvoir pouvait aller. Et un jour, je coupais les cheveux de ma fille et j'ai eu comme une espèce de vision d'horreur. J'avais donc ce ciseau dans ma main et je coupais petit à petit ses cheveux et je me suis rendu compte que mon pouvoir pouvait aller jusqu'à peut-être détruire la vie de cet enfant. Donc en fait, c'est super fort ce sentiment parce que jamais, bien sûr, je ferais ça, mais ma réflexion m'a questionné à ça. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que, en tant que mère, j'avais non seulement une responsabilité, mais j'avais aussi ce pouvoir de transmettre à mon enfant de transmettre à mon enfant, en fait, ce que je considère comme des injustices. Donc, très vite, déjà, c'est une fille, donc très vite, je lui ai expliqué que notre société n'était pas une société forcément égalitaire pour les femmes. Donc, mais aussi très vite, je lui ai expliqué que en tant que femme, elle avait le droit d'aimer une autre femme, qu'elle avait le droit de refuser un jour dans son âge adulte de ne pas avoir d'enfant, et ainsi de suite. Donc, cette façon, en fait, de positionner mon amour, mon autorité et mon pouvoir, pour en fait être une résistante plus pour résister avec elle par rapport à la société qu'on lui propose en ce moment, parce que malgré toutes les avancées qu'on fait, malgré tous les progrès qu'on a fait pour l'acceptation des minorités, pour l'acceptation d'une sexualité différente de l'hétéronorme, de l'hétéronorme, on peut dire ça. Malgré tout, je sais que ma fille va devoir lutter en tant que femme pour faire valoir ses droits dans cette société. Donc, mais quand j'ai coupé ses cheveux, je me suis rendu compte, en fait, à quel point, en tant que parent, en tant qu'adulte, en tant que père même, mais moi, bon, je parle en tant que mère, je pouvais, en fait, renverser toute cette situation. Et ça m'a donné le vertige. Ça m'a donné le vertige. Et à partir des cheveux que j'ai récoltés de mon enfant, je cherche la phrase parfaite à écrire avec ces cheveux-là. Donc, je me suis souvent posé la question, est-ce que je reprends la phrase littérale de Jenny Alter qui dit « Abuse of power comes as no surprise », avec toute la symbolique du cheveu qu'on connaît dans l'histoire. Ou alors, est-ce que le simple mot « assez », juste « assez » ou « enough », en tout cas, mes recherches sont comme en ce moment sur ces petites mèches de cheveux et sur le vocable qui pourrait juste comme incarner toutes ces réflexions-là que j'ai en fait en ce moment, non seulement en tant que mère, mais en tant qu'artiste et aussi en tant que personne qui activement a à cœur de lutter contre les injustices, mais avec mes propres moyens, de façon citoyenne. Donc voilà. Et est-ce que le moment, cette espèce de moment charnière où tu as coupé les cheveux puis tu t'es aperçu du pouvoir, en fait, du pouvoir qui te dépassait toi-même, est-ce que ça t'a fait prendre conscience des éventuels abus de pouvoir que tu pouvais faire dans le quotidien? Est-ce que tu les notes? Est-ce que tu les répertories? Tout à fait. Tout à fait. Il y a parfois une perte de contrôle quand on est parent. On est excédé, on est fatigué, on n'est pas disponible. Et tout dépend de la manière dont on est capable de répondre à son enfant. Est-ce qu'on ne va pas le traumatiser? Est-ce que je ne vais pas, là, faire un bris de confiance avec mon enfant? Est-ce qu'il n'y a pas un rejet qui va se faire de la part de mon enfant? Oui, je me suis rendu compte que mon pouvoir pouvait, au quotidien, par des petites phrases anodines, par des gestes anodins, même peut-être par un soupir, ou peut-être même par « Allez, mets ton manteau beaucoup plus vite que ça, allez !» dans un ton
ou dépendant de la sensibilité de l'enfant, ou... Oui, effectivement. Oui, c'est très... c'est troublant, c'est très troublant. Merci Sonia. On vous parle maintenant de la coalition des familles LGBT avec Rachel. Bonjour, merci de me recevoir dans ce charmant sous-sol. Donc, oui, je suis là pour parler de la coalition des familles LGBT. Marie, ma blonde et moi, il y a 5, 6, 7 ans, on voulait fonder une famille, puis on ne savait pas trop comment s'y prendre. On n'avait pas d'amis qui queer ou de la communauté LGBT qui avaient des enfants. Fait que d'une part, on s'est joint à la coalition pour rencontrer des gens, se faire des amis, rencontrer des enfants issus de familles homoparentales ou plus largement de familles LGBT, puis discuter avec eux. Fait que ça, on s'est fait des amis, 5, 6 ans, 7 ans plus tard, on a une magnifique petite fille qu'on adore, qui a presque 10 mois. Et c'est ça, dans la foulée de ces rencontres, j'ai aussi su que la coalition avait un mandat vraiment plus large que simplement mettre des gens en réseau, quoique c'est super pertinent, là. C'est-à-dire de donner de la formation qui s'adresse à tout ce qu'il y a de futurs professionnels qui travaillent avec les jeunes et les familles, donc futurs enseignants, futurs travailleurs sociaux, psychoéducateurs, psychologues, gens de la petite enfance. L'objectif de ces formations-là, c'est vraiment de les sensibiliser à la réalité des familles LGBT, mais aussi à tous les enjeux touchant l'homophobie, notamment en milieu scolaire. Donc, je me suis jointe à l'équipe de formateurs, puis c'est ça, on est très actifs un peu partout au Québec, dans les différentes facultés universitaires et collégiales. Et si je peux juste clore en disant le fait saillant d'une recherche qu'on présente dans le cadre de ces formations-là, c'est une recherche qui a été faite en 2010 par Lynn Chamberlain, portant sur l'école et l'homophobie au Québec. L'homophobie, oui, c'est alarmant. C'est un phénomène très, très large. Ça ne touche pas seulement les familles avec des familles LGBT. Ça, je voulais le mentionner dans le cadre de cette capsule-là. Ça touche à peu près tout le monde, quelle que soit l'orientation sexuelle. Les jeunes queer, les jeunes qui ont de l'air gay, les jeunes qui pourront un jour se questionner sur leur orientation sexuelle. Bref, à peu près tout le monde, et de là l'importance de poursuivre ces formations-là. Fait que si ça vous intéresse, allez voir sur le site de la Coalition. Il y a une panoplie d'informations là-dessus. Merci Rachel. On continue avec une discussion de groupe entre membres et travailleuses de la centrale sur la place des familles dans notre centre d'artistes et comment on s'y sent. On va commencer par se présenter. Allô! Moi, c'est Marie, je suis travailleuse à la centrale et je suis parente d'une petite fille de 9 mois, Noré, que je n'ai pas portée. C'est ma copine Rachel qui a porté Noré. Voilà! Moi, c'est Caroline Saint-Laurent, je suis membre à la centrale, je suis partie du CA. Puis, j'ai une pratique là, en performance et je suis la maman de 2 enfants, un petit garçon de 3 ans et demi et un autre de 9 mois. Et moi, qui est avec nous. Allô, moi c'est Sonia, donc je suis une membre de la centrale, artiste et mère aussi. Et je suis Kanissa, je suis également sur le CA, je suis membre et je suis la mère d'un magnifique garçon de 9 ans. Alors, moi je dirais que je me sens vraiment, vraiment à l'aise de venir à la centrale avec mon fils. C'est d'ailleurs un des seuls endroits où je me sens vraiment à l'aise de le faire. Il y a beaucoup d'endroits en général où je vais pas trouver ça approprié. Je vais sentir un peu le regard des autres. Je vais sentir une espèce de pression, donc pour ne pas avoir d'enfants dans la place, ce qui implique que si je dois aller à des vernissages, rencontrer des gens, réseauter, il faut que j'aille un gardien, une gardienne, ou que je demande à des amis. Bref, ça complique les choses souvent. Mais j'ai un peu la même expérience, mais disons que on a toujours, mon conjoint et moi, décidé que les vernissages, que les expos, ça serait des activités qu'on ferait en famille.
Mais très vite, on a déchanté parce qu'on se retrouve dans des vernissages avec notre enfant et puis des adultes, des jeunes adultes. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas cette dynamique-là de la famille au sein même de notre milieu, de notre communauté artistique et culturelle ici à Montréal. Par contre, à la centrale, moi, je me sens toujours très à l'aise de venir avec ma fille. Je sais elle aime venir, elle est toujours choyée, adorée. Et par contre, on venait, puis moi, je préparais quand même son petit sac avec ses jouets, avec de quoi l'occuper au cas où, des petits livres et tout. Et j'aimerais vraiment que la communauté artistique soit comme beaucoup plus ouvertement ouverte aux familles, en fait. Je pense que la centrale, là-dessus, c'est une préoccupation de la centrale. D'ouvrir cette place-là aux familles, aux mères, aux pères, aux enfants. Ce que j'avais envie de dire par rapport à mon implication dans le CA de la centrale, il y a 2 choses. Il y a que, premièrement, je suis venue avec mon bébé pendant tous les premiers mois de sa vie, donc à les quelques réunions qu'il y avait. Il y avait tout le temps quelqu'un pour le prendre pendant que je prenais des notes. Émilie était toujours là pour prendre le bébé ou quelqu'un d'autre. Puis, donc, l'importance que le CA avait d'accepter que je vienne avec bébé. Et surtout, on m'assignait pas beaucoup de tâches pendant cette première année-là, parce que le CA a accepté que je venais sur le CA un peu plus comme observatrice pour cette première année-là. Fait que ça, je trouve que c'est de donner beaucoup de respect, puis ça m'a vraiment senti... je me suis sentie incluse, puis ça l'a permis de... Mon implication. Je pourrais renchérir sur cette même notion. Alors, moi, c'est Marie. Dans le fond, moi, j'étais engagée à la centrale pour un mandat temporaire de 8 mois seulement, par intérim. Et la centrale savait que, dans le fond, j'étais un jeune parent d'une fille qui a actuellement 9 mois. Donc, on m'a toujours dit dès le début qu'il y a des horaires très flexibles de travail à la centrale pour accommoder la vie personnelle des gens et des activités artistiques aussi, parce qu'on a toutes des pratiques artistiques à côté des travailleuses. Et dans mon cas, on m'avait aussi mentionné que j'avais des flexibilités pour concilier, comme on dit, la conciliation travail-famille, ce qui peut sembler un peu naturel ou banal, parce qu'on en parle de ce terme-là au niveau plus institutionnel. Mais dans le fond, ça m'a bien été renommé et dit, et j'ai apprécié grandement ça, parce que c'est vraiment une réalité. Fait que les travailleuses, c'est un centre non hiérarchique, donc on pense à comment on travaille ensemble sur à peu près toutes les tâches, même si on a des rôles plus définis. Comme moi, je suis à l'administration, c'est sûr que je vais faire des choses plus définies. Mais par exemple, pour des vernissages, on va être tout impliqué dans l'organisation du vernissage, la présence, l'accueil du public, etc., tenir le bar. Puis moi, en sachant que j'ai une petite fille, un petit bébé à la maison, des fois, je peux me permettre de partir plus tôt parce que les autres travailleuses, dans le fond, vont compenser pour moi, pour ma vie de famille. Fait que c'est super appréciable. Puis ça, après, moi, je peux le redonner d'une autre manière à d'autres travailleuses. Mais c'est ça, c'est un élément que je trouvais super inspirant à la centrale. Après, comme dit Caroline, ou même peut-être toi, Sonia, ou Camissa, la centrale réfléchit à ces notions d'inclusivité, d'inclusion plus large, oui, sur les questions féministes, et qui inclut la question de la famille, de la diversité familiale. Et on a beaucoup de choses à faire encore, comme on n'a pas de table à langer fixée, on n'a pas de salle de bain accessible, ne serait-ce que pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi pour les familles. Changer un enfant, des fois, avoir un peu d'intimité, ça prend plus de place qu'une simple petite toilette. Comme dit Sonia, on pourrait peut-être avoir des jeux, un petit tapis de yoga pour faire un petit matelas pour pas que les enfants en bas âge soient sur du béton. On pourrait aussi renforcer le sentiment que notre communauté et la communauté plus large va trouver une place vraiment inclusive à la centrale et de mettre d'avant, faire la promotion que nos vernissages sont, je sais pas, kid-friendly. Puis en faire un lieu vraiment de party, là, quand tu viens à un vernissage à la centrale, c'est pas juste le party pour les artistes, pour les amis, mais c'est les familles aussi. T'imagines la vie que ça donne. Puis on le dit, il faut un village pour élever un enfant, mais il faut des enfants pour faire la fête aussi, là, sinon ça devient vite plate dans un party de vieux. Voilà. Merci tout le monde! On poursuit en musique avec le groupe Sister Sledge, formé de 4 sœurs afro-américaines de Philadelphie. Et on y va avec la chanson « We Are Family ».
just like birds of a feather. I won't tell no lie. All of the people around us, they say, can they be that close? Just let me state for the record, we're giving love in a family dose. We are family. Hey, I got all my sisters with me. We are family. Get up, everybody, and sing. Sing it to me. We are family. I got all my sisters with me. C'était donc We Are Family de Sister Sledge. On passe maintenant à la minute Calme-toi le pompon. C'était la minute Calme-toi le pompon. Un extrait de YouTube de Nashoba67. Merci beaucoup. On poursuit avec un extrait d'une entrevue avec Kimura, artiste et membre de la Centrale. Bonjour, je m'appelle Kimura, je suis artiste membre à la Centrale. Ça fait presque 10 ans que je suis membre, ça fait 10 ans que je suis à Montréal et ma première exposition à la Centrale était Orientité. Donc c'était ma première exposition au Québec, pas au Canada parce que j'en avais une à BC il y a quelques années avant. Mais on présentait un travail sur l'identité des adoptés européennes ici à la Centrale et on avait fait un travail avec la ville, notamment avec les ambassades de nos pays d'adoption, où on se représentait devant la porte de cette ambassade avec nos numéros d'adoption. Et c'est un travail qui a été présenté avec la présence de l'ambassadeur de Corée. On était étonnés, mais il ne nous a pas défélicité en tout cas. Et c'était une première expérience positive. Et depuis, je me suis impliquée à la Centrale en tant que membre active et bénévole. Donc j'ai fait quelques gardiennages, quelques peinturages. Et puis je pense qu'on pourrait consacrer, non mais sincèrement, une émission entière à juste la vie de Kimura. Oui. Mais vraiment, ça pourrait valoir le coup. Mais est-ce que tu pourrais juste expliquer un peu comment tu fais des corrélations entre les enjeux d'adoption, le féminisme et le colonialisme ? Alors pour moi, l'adoption internationale et interraciale, parce que c'est pas toujours la même chose, est pour moi une politique postcolonialiste où on n'envahit plus les pays du tiers-monde, mais on fait venir les gens de couleur, les enfants de couleur dans les pays occidentaux, parce que principalement on est adopté dans des familles occidentales blanches, bien choisies. Il y a le groupe afrodescendant américain qui s'est battu pour pouvoir adopter leurs propres enfants, donc des enfants abandonnés aux États-Unis, adoptables par des Afro-Américains. Donc l'enjeu de la race était quand même important, même si on dit que la race n'existe pas. Je pense que le fait d'être adopté non seulement internationalement, interculturellement et interracialement peut rendre peut-être l'adaptation un peu plus difficile, pas nécessairement au sein de la famille même, mais par rapport à la société qui souvent n'est pas prête, ou c'est peut-être des enjeux qui semblent anodins ou pas importants par rapport à soi-disant l'enjeu de toute façon dans ton pays tu serais pauvre et orphelin et pute, versus tu as tout ce qu'il faut matériellement ici et tout va bien. Donc je pense qu'à partir du moment où on se questionne sur le taux de suicide par les enfants adoptés de couleur versus les enfants adoptés
dans leur propre culture, dans leur propre race, si on peut dire. J'aime pas tellement ça, mais c'est souvent même quelque chose qui est existant. Je pense qu'il y a eu des études assez que pour montrer qu'il y avait quand même une difficulté, pas nécessairement de la part des parents adoptifs, mais de l'enfant à pouvoir s'intégrer et se trouver une identité propre. C'est vrai que ça prend... Souvent, les études sont faites médicalement, c'est-à-dire qu'on essaie de décortiquer le cerveau d'un adopté comme un objet, de voir où sont les problèmes psychologiques. Non seulement l'adoption n'est pas une réparation de l'abandon, c'est pas un pansement nécessairement, mais c'est toute une évolution à travers un suivi, notamment d'une société, d'un système scolaire et des parents adoptifs. Et donc, pour moi, en tant que militante des premières heures pour les Coréens adoptés, donc l'adoption internationale avec la Corée, ça a commencé en 1953. Ça fait plus de 60 ans que ça existe et ça continue. La Corée est un des pays les plus riches, dans les 15 premiers pays les plus riches du monde. Donc, ce n'est pas une question de budget ou de problèmes économiques, mais c'est plutôt dans la mentalité de comment la société post-colonialiste, les sociétés post-colonialistes s'approprient d'un bien et comment les pays, it takes two to tango, donc c'est pas juste la peau des pays adoptants, c'est aussi la peau des pays qui envoient les enfants et comment un système est tellement facilité pour des enjeux économiques. Donc pour moi, ça, c'est toute ma critique sur l'adoption internationale, où le féminisme vient prendre son compte et est à se re-questionner, c'est pourquoi le malheur des uns fait le bonheur des autres. Si je pense, moi je ne suis pas contre l'adoption en tant que telle complètement, mais je suis contre l'adoption plénière. Je suis pour une adoption ouverte, c'est-à-dire que si l'enfant a des liens familiaux, que ce soit de la mère directe ou d'un grand-père ou quelque chose dans son passé, mais que pour des raisons X ou Y, cette famille ne peut pas la garder, de ne pas couper le contact avec le lien. Et je pense que ça a été prouvé que les adoptions ouvertes sont beaucoup plus réussies que celles qui sont plénières. Donc ça, c'est une chose à questionner, que ce soit une adoption interraciale, interculturelle ou internationale. Je pense que c'est important de ne pas couper. Est-ce que ça bouge dans ce sens-là? On se pose des questions parce que maintenant ça fait 60 ans. Je pense que les Coréens adoptés sont parce qu'on a été adoptés sur 60 années, on est 220 000 adoptés officiellement, on est peut-être 230, 240 000. On s'est mobilisés, nous sommes les premières associations d'adultes adoptés qui ne voulions pas être... On remercie Kimura et l'intégrale de l'entrevue sera disponible sur le YouTube de la Centrale Powerhouse. Donc, c'est la fin de l'émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés en 2016. On se revoit en janvier 2017 pour d'autres émissions du magazine de la Centrale. Passez un bon week-end. Bisous!